Bonjour à tous, merci d'être là. Donc, Charlène Raffin, je travaille dans la direction économie et ressources du CSTB et je pilote donc plusieurs projets financés ou cofinancés par la direction de la recherche autour du réemploi dans le secteur du bâtiment. Parmi vous dans la salle, je sais que nous avons aussi d'autres partenariats sur d'autres projets. Voilà, aujourd'hui, je vais surtout parler des actions de recherche, mais vous verrez, il y aura des liens également avec les autres projets. Donc, je suis accompagnée aujourd'hui de Thomas, de Mobus. Donc, nous allons vous présenter ensemble le projet Spirou, que nous pilotons et qui est aussi également piloté par deux autres partenaires, le Booster du réemploi et Caliconsult, avec le soutien financier de l'ADEME. Déjà, pour vous remettre un peu le contexte général, alors je vais aller assez rapidement sur cette slide, vous allez voir, ce que nous avons préparé avec Thomas est assez dense, donc nous allons passer peut-être un peu rapidement sur certaines parties. Donc, au niveau, déjà, se rappeler que le réemploi a toujours existé dans le secteur du bâtiment. Alors, il y a de nombreux impacts positifs qui sont associés au réemploi, donc déjà, il permet de limiter l'extraction des ressources naturelles, il permet aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de limiter la production de déchets, de limiter les importations, de réduire les consommations en eau, les consommations en énergie et d'activer l'emploi sur les territoires. En parallèle, on constate également un contexte réglementaire récent qui évolue en faveur du réemploi, qui va inciter au réemploi. On peut notamment citer l'entrée en vigueur de la RE 2020, la mise en place de la REP PMCB, alors elle a été évoquée tout à l'heure mais pas définie, donc REP pour responsabilité élargie du producteur et PMCB pour produits et matériaux de construction dans le secteur du bâtiment. Et puis l'entrée en vigueur du diagnostic PEMD, donc produits, équipements, matériaux, déchets, Édouard nous en a déjà parlé. Pourtant, aujourd'hui, c'est vrai que la pratique, finalement, elle est redevenue marginale et elle reste marginale puisqu'on considère que moins de 1% en masse des produits, matériaux, équipements de construction sont aujourd'hui réemployés. Alors pourquoi? Parce que finalement, les acteurs ils font face à de nombreux enjeux. Et c'est justement ces enjeux qu'on travaille au travers du coup, des travaux de recherche et des différents projets. Donc il y a d'abord des enjeux logistiques, également des enjeux techniques, des enjeux économiques, des enjeux juridiques et aussi en plus, des enjeux qui portent vraiment sur l'enjeu, on va dire, le côté assurantiel, sur l'évaluation des performances d'un produit, c'est-à-dire comment vérifier qu'un produit qui a déjà vécu peut-être 20 ans ou 30 ans dans un ouvrage est toujours apte à être réemployé. Donc, on parle d'évaluation en fait, des performances qui seraient dans le produit et l'évaluation des process de reconditionnement pour remettre sur le marché et pouvoir continuer à utiliser ce produit. Et donc, on travaille énormément sur l'enjeu assurantiel et sur la reconnaissance des process. Alors ici, je vous ai mis toute une liste de questions qui sont aujourd'hui posées à la recherche. Donc, je ne vais pas toutes vous les passer en revue. J'ai fait exprès de les écrire en tout petit pour que vous ne soyez pas perturbés. Mais donc, comme je vous le disais, on peut notamment citer l'évaluation des... Donc, comment évaluer les performances d'un produit qui a déjà connu une première vie en œuvre, quels sont, par exemple, les paramètres clés d'un bon diagnostic. Ensuite, pour faire un lien avec d'autres actions ou d'autres feuilles de route qui vous ont été présentées en introduction, donc il y a par exemple la question sur comment ces performances évoluent au cours du temps, en fonction de quels facteurs, et comment évaluer plus rapidement ces performances. Donc c'est notamment des travaux que nous, on va dire, co-encadrons avec Rémi Bouchier sur la partie durée de vie. Et notamment, nous avons développé, mis en place une thèse qui est cofinancée, enfin qui est co-encadrée par l'ICAM de Nantes. Et donc, je sais que notre doctorant Ariles est aujourd'hui présent, je l'ai vu arriver tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à venir nous parler aussi par la suite. Nous aurons plus de temps lors d'échanges un peu off pendant les temps de pause. Ensuite, il y a aussi la question qu'on regarde avec la direction santé-confort et avec François Maupetit notamment, qui est aussi présent aujourd'hui, sur comment garantir les enjeux sanitaires, s'assurer de l'absence de substances dangereuses dans les produits réemployés, tant en termes de contenu que d'émissions. Et puis se pose aussi la question des formations et des outils pédagogiques. Alexandra vous en a parlé tout à l'heure, sur le savoir-faire. Et donc là, on travaille énormément avec le CSTB Formation sur ces sujets. Pour répondre à ces enjeux, il y a déjà pas mal de travaux qui ont été élaborés, notamment des démarches de rédaction de guides qui ont été amorcées. Alors, je ne vais pas vous les représenter parce que je pense que 80% d'entre vous les connaissent déjà, mais ce sont notamment les travaux de la Fondation Bâtiment Énergie qui ont permis d'écrire 8 guides méthodologiques autour du réemploi sur 8 familles de produits différentes. Donc, je vous ai remis le lien en bas de la présentation. Vous avez également
le lien vers les livrables du projet européen Interreg FCRBE, cofinancé également du coup avec par la direction de la recherche, qui propose notamment 36 fiches matériaux que je vous incite très largement à aller consulter. Et puis on peut également citer les travaux du booster du réemploi, et Cécilia est aujourd'hui dans la salle si vous voulez également échanger avec elle. Ces guides, comment ils sont construits? Ils sont construits en 2 temps. Il y a un premier temps de diagnostic, où on va finalement diagnostiquer le produit, comprendre dans quel bâtiment il a évolué, donc diagnostiquer également le bâtiment, et comprendre comment le produit a pu évoluer dans le bâtiment pendant sa première vie en œuvre, et donc sur son domaine d'emploi initial. Et dans un second temps, on vient évaluer les performances. Donc d'abord, on vient identifier les performances qui sont à évaluer, parce que peut-être que nous n'avons pas forcément besoin d'évaluer toutes les performances du produit. Et ensuite, donc on les choisit par rapport au domaine d'emploi dans lequel on souhaite réemployer notre produit, et on identifie les modes de preuve que nous pouvons associer, en essayant qu'ils soient le plus simple possible pour vraiment faciliter le réemploi. En parallèle, on travaille également, ce qui est important, c'est la massification et le développement des centres de reconditionnement. Donc je me suis amusée ici à lister par projet financé ou cofinancé par la recherche, en tout cas les derniers projets un peu phares. Alors il y en a d'autres, mais j'en ai listé quelques-uns. Je me suis amusée à lister un peu quelques plateformes du coup, de reconditionnement avec lesquelles nous avons eu l'occasion d'échanger. Donc par exemple dans le projet Spirou, effectivement, il y a Mobus qui est impliqué. Thomas vous présentera le projet par la suite. Ensuite, nous avons également un projet de recherche avec la métropole du Grand Paris, un projet sur lequel nous accompagnons des plateformes à mettre en place et à valoriser leur process de reconditionnement. Donc, dans le cadre de ce projet, nous pouvons, alors je ne vais pas citer tout le monde, mais nous pouvons par exemple, nous travaillons du coup avec Reavi, CycleUp, Baticycle et Orac. Ensuite, donc, je vous en ai parlé, le projet Interreg FCRBE, le projet Fondation Bâtiment Énergie. Ensuite, il y a une action de recherche également réemploi interne CSTB, donc financée à 100%. Dans laquelle en fait, nous échangeons avec plein d'acteurs du territoire pour vraiment comprendre vos process, comprendre en fait, votre manière de faire du réemploi au quotidien. Notre objectif, c'est vraiment de se calquer sur ce qui se fait déjà, d'essayer d'encadrer au mieux, on va dire, le risque assurantiel et la reconnaissance de ce que vous faites. Mais l'objectif vraiment à la base, c'est de partir de ce qui se fait déjà et de ne pas réinventer le chaude. Donc nous pouvons notamment citer Mineca, BCA Matériaux Anciens et l'Herminette. Alors pour cette action de recherche, on utilise beaucoup la plateforme Opalis, dont je ne vous ai pas encore parlé, mais voilà, qui recense notamment plein de plateformes de reconditionnement. Je vais passer un peu plus vite. Donc, il y a également la formation certifiante pour les diagnostiqueurs PEMD, donc la thèse réemploi dont je vous ai parlé, et le projet Life Waste to Build. Et donc, sur chacun de ces projets, c'est des plateformes de reconditionnement, mais pas que, beaucoup d'autres partenaires qui sont impliqués. Donc, je vous ai mis quelques logos ici, ils n'y sont pas tous. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse mail qui a été mise en place, donc réemploi@cstb.fr, si vous avez l'envie de développer peut-être un nouveau projet de recherche ou juste si vous avez des questions ou des interrogations complémentaires sur nos travaux. N'hésitez pas aussi à venir me voir du coup, pendant la session de pause. Et ici, pour finir, vous avez un renvoi vers 2 publications donc, qui sont sorties à l'été dernier, en 2022, qui ont été co-rédigées avec un ensemble d'acteurs qui sont listés du coup, à la suite de ces 2 publications, qui vous présente pour la première la démarche collective mise en place avec la rédaction de guides par famille de produits, la reconnaissance des guides et la capitalisation en parallèle sur les retours d'expérience. Et puis une liste des 29 familles qui nous semblaient a priori le plus propice au réemploi pour démarrer, puisque les acteurs nous avaient souvent évoqué ces familles lors de nos échanges, mais également les assureurs, les maîtres d'ouvrage et l'ensemble des acteurs des opérations. Et je passe désormais la main à Thomas, qui va rentrer un peu plus en détail dans le projet Spirou pour donc sécuriser les pratiques innovantes de réemploi via une offre unifiée. Merci Charlène, bonjour à tous. Donc désolé, je vais jouer le jeu, je vais accélérer, je vais aller un petit peu vite, donc accrochez-vous. Le projet Spirou, sa richesse, c'est la diversité des acteurs. Le CSTB, si vous êtes ici aujourd'hui, vous les connaissez tous, donc centre de recherche. Mobius, on représente un industriel du réemploi. Le booster du réemploi va représenter aussi les réseaux de l'ensemble des maîtrises d'ouvrage. Nous avons dans le comité de pilotage Caliconsult, qui est un bureau de contrôle, et on est soutenu par l'État via l'ADEME. Il y a aussi un comité de suivi qui nous soutient et nous aide et nous apporte expertise tout au long de l'étude. Donc on est très preneur de leur retour d'expérience et un club des acteurs de l'offre du réemploi qui est plus large et qui...
Bien sûr. On vous entendra mieux. Vous m'entendez? Donc, le club des acteurs de l'offre du réemploi qui est plus large et qui nous permet de remonter le maximum de retours d'expérience. Le projet Spirou, donc vous savez tous lire, mais globalement, l'idée c'est de massifier et de sécuriser les pratiques du réemploi en réunissant le maximum d'acteurs et en allant voir notamment les assureurs pour préparer le terrain et pour favoriser l'émergence de filières et d'industries du réemploi. On va suivre 2 axes d'études. Le premier, c'est justement d'aller voir ces assureurs, de leur proposer des guides et des méthodologies pour que, une fois que des filières se monteront, elles puissent être accueillies de manière bienveillante et qu'une partie du travail ait déjà été faite. Et ensuite, on va commencer à lancer des premières filières, créer des lignes de reconditionnement pour vraiment donner le maximum de clés aux acteurs qui voudraient faire émerger les filières. Donc les membres du comité de suivi, voilà, si vous vous reconnaissez ici, merci encore pour votre soutien et votre expertise. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. On parle de massification du réemploi, donc je vais donner l'expérience de Mobius, qui est une industrie du réemploi. Donc vous allez le voir souvent, si vous rencontrez le réemploi, la difficulté, elle est rarement dans le matériau en lui-même. Ici, on va parler du faux plancher technique, c'est un matériau somme toute très simple, avec une dalle une âme en bois aggloméré et un bac en acier. Donc ça, c'est assez simple. Les processus de reconditionnement, bon, une fois que vous avez la maîtrise, ça va relativement vite. Et toute la complexité du réemploi, elle est dans l'interaction des différents acteurs et dans la logistique. Globalement, comment ça se passe? En pratique, vous avez une phase de sourcing dans laquelle il s'agit d'aller sur les chantiers de curage-démolition, de récupérer les matériaux. Ensuite, vous les déposez soigneusement, vous les conditionnez, vous les envoyez sur une plateforme de reconditionnement qui va préparer le matériau, le reconditionner, lui faire subir une batterie de test ou de contrôle qualité afin d'assurer son assurabilité et la remise sur le marché. C'est des marchés qui sont globalement assez jeunes. Nous, on a rencontré plein de problèmes. Au début, dès que vous parlez de réemploi, que vous allez sur les chantiers, c'est très facile de collecter parce que c'est encore perçu comme un déchet pour la plupart des gens. Donc, quand vous leur proposez de récupérer le matériau et de leur permettre d'économiser la mise en décharge, tout le monde est très content. Par contre, le vrai sujet au début, c'est la vente. Le réemploi n'est pas encore très demandé. On n'atteste pas d'une économie carbone au début, le temps que les fiches de données environnementales et sanitaires soient publiées. Donc, le seul argument, il est compétitivité économique au départ. Donc, c'est pas simple pour une industrie naissante. Ensuite, une fois ces bureaux d'études environnementaux qui sont plus sensibles à ces causes, qui préconisent les sujets, qui préconisent les matériaux de réemploi dans les bâtiments, puis les fiches de données environnementales et sanitaires publiées, le carnet de commandes se remplit, c'est super. Par contre, on subit un certain opportunisme de certains acteurs, détenteurs des produits, qui se rendent compte que ce qui donnait jusqu'à présent a potentiellement une valeur, donc essaient de le marchander. Marchandage de la matière première, encore une fois, système économique qui est tendu, donc impossibilité d'acheter. On se retrouve à devenir déceptif à la vente. Nos clients, qui sont les entreprises générales dans un premier cas, puis les maîtrises d'ouvrage, sont obligés de se saisir du problème, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Et on se rend compte que, une fois que les rapports de force ne sont pas si évidents entre entreprises générales et entreprises de curage, ce qui fait qu'en fait, il faut intervention de la maîtrise d'ouvrage, qui est la détentrice initiale du matériau, et qui sera l'acheteur final. Et c'est là tout l'intérêt. Donc tout ça nous a amené à proposer une méthode. Il faut vous décrire un peu globalement comment ça se passe et comment nous on le voit. Vous avez un chantier qui est à la fois le chantier de curage et qui sera le chantier de livraison, une phase de stockage pour ce matériau réemployé, donc soit sur chantier, soit sur la plateforme de reconditionnement, à nouveau une phase de stockage après reconditionnement pour livraison et nouvelle vie en œuvre du matériau. Dans la phase de déconstruction, voilà les différents acteurs. Donc tout part des assistants maîtrise d'ouvrage via les diagnostics PEMD dont on vous a déjà parlé. Ensuite, les matériaux sont soit détenus par l'entreprise de curage dans un premier temps, puis l'entreprise générale et en fait, au final, par la maîtrise d'ouvrage. Il y a une phase de stockage. Le tout est envoyé dans une plateforme de reconditionnement qui stocke puis reconditionne le produit. Lui l'assure. Donc on remercie d'ailleurs le courage de la SMA BTP qui nous accueille aujourd'hui et qui nous suit dans notre aventure. Et une phase de stockage, donc soit sur la plateforme de reconditionnement, soit sur le chantier, pour un acquéreur final qui sera une entreprise générale ou une maîtrise d'ouvrage. Et en fait, ce dont on s'est aperçu pendant ces 5 années d'expérience, c'est que l'acteur clé, c'est la maîtrise d'ouvrage.
Aujourd'hui, si vous êtes une maîtrise d'ouvrage, il faut que vous vous saisissiez de ce problème. Vous êtes acquéreur du bien. Il faut arrêter de penser l'économie comme linéaire, où le bien que vous avez sera un futur déchet. Le bien que vous achetez, c'est un investissement. Et à partir du moment où vous avez une restructuration lourde d'un de vos bâtiments, ou que vous avez besoin et vous avez une opération sur laquelle vous pourrez refournir, il faut que vous soyez responsabilisé et que vous ayez la main sur le matériau que vous avez au départ, que vous l'envoyez sur une plateforme de reconditionnement et que vous puissiez le récupérer par ailleurs en économisant les tonnes de déchets qui vont bien et le carbone équivalent. Donc voilà, ça évitera aussi toutes les velléités opportunistes qu'on va pouvoir voir dans la structuration d'un marché. Les dernières en date, c'est certains acteurs qui sont économiquement puissants et qui décident de casser les prix pour phagocyter le marché, faire mourir tous les concurrents et puis remonter les prix doucement. Mais ça, tout le monde en a déjà entendu parler autour de la table. Donc les maîtrises d'ouvrage, s'il y en a dans la salle, c'est vraiment sur vous que tient la massification du réemploi. Donc n'hésitez pas à vous saisir du sujet. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Peut-être des questions dans la salle suite à cette présentation? Est-ce que... petite question de la salle? Oui, monsieur là-bas? Ah, alors, vous allez attendre d'avoir un micro, comme ça les gens qui sont en ligne peuvent vous entendre. Je leur rappelle d'ailleurs qu'ils peuvent eux-mêmes poser des questions également. Oui, bonjour. Par rapport au stockage que vous avez signalé dans la dernière diapositive, vous les imaginez chez le maître d'ouvrage ou chez des tiers? Alors ça dépend vraiment des temporalités en fait et de si la question est prise en amont ou pas. La maîtrise d'ouvrage, quand elle bénéficie d'espaces de stockage, peut prendre les devants et donc stocker pour donner le produit au dernier moment à la plateforme de reconditionnement et ainsi le faire reconditionner puis renvoyer sur le chantier. Mais des fois, ce n'est pas le cas, donc c'est la plateforme de reconditionnement qui s'occupera du stockage. Mais c'est un vrai sujet, c'est pour ça que je l'ai remis 2 fois dans ce schéma-là. C'est que comme on est dans des bâtiments qui mettent du temps à se construire, le sujet stockage n'est pas anodin. Donc le plus en amont possible, on le prend en compte et le mieux c'est, le plus de solutions on a qui s'offrent à nous. Mais ça peut être à la charge de la maîtrise d'ouvrage ou de l'entreprise de reconditionnement. Je crois que nous avons une autre question, monsieur Stingois, de la QC. Oui, bonjour. Donc, je m'interroge sur les responsabilités. Donc, vous indiquez que c'est le maître d'ouvrage qui va acheter le produit reconditionné et l'entreprise qui va mettre donc, en œuvre donc, un produit acheté par le maître d'ouvrage. Comment vous imaginez la responsabilité post ? Donc je pense que, encore une fois, c'est à discuter entre les maîtrises d'ouvrage et l'entreprise de reconditionnement. Soit il y a une propriété qui est gardée par la maîtrise d'ouvrage et donc c'est juste un service de reconditionnement qui est effectué par la plateforme de reconditionnement. Soit il y a un transfert de propriété avec un contrat, donc tout est contractualisé et puis derrière vous rachetez le service de reconditionnement. Mais aujourd'hui, on est dans quelque chose qui est assez nouveau. Donc toutes les options sont possibles. Du moment que la maîtrise d'ouvrage se saisit de la question, toutes les contractualisations sont réalisables. La propriété, le transfert de propriété n'est pas trop un problème. C'était pas ça ma question. Bon, allez-y, pardon, j'ai mal compris. Pas sur le sujet des... C'est ma déformation AQC, c'est quand il y aura un sinistre, qui sera responsable? Est-ce que vous avez regardé? Donc le problème de responsabilité quand il y a un sinistre, donc dès lors que le produit a été fourni par le maître d'ouvrage. C'est vrai en construction neuve, avec un produit neuf d'ailleurs. Hein, quand un produit est fini par le maître d'ouvrage et que l'entreprise n'a pas la fourniture des produits, en cas de sinistre, est-ce que vous avez évoqué les enjeux de sinistralité avec les assureurs? Alors, bon, on n'a pas eu de sinistre pour l'instant, mais on est assuré. L'entreprise de reconditionnement a une responsabilité produit, et donc à partir du moment où elle fournit un matériau qui est reconditionné et qui est assuré, il l'est au même titre que le neuf, et les assurances décennales jouent de la même manière. Peut-être juste pour compléter, donc là, Thomas il a beaucoup parlé des plateformes, mais dans les opérations au cas par cas, donc de chantier à chantier,
En concertation avec les assureurs, on préconise aux entreprises du coup, qui vont reposer ces produits, et du coup aux maîtres d'ouvrage qui montent les marchés de travaux pour ces entreprises, de garder en fait justement une part, de pas proposer dans leur marché uniquement de la poste, c'est-à-dire de garder aussi une part en complément, de se faire payer pour du reconditionnement, ou du rediagnostic, ou de la vérification. Tout ce temps, il est important, il est chronophage. Il faut qu'en fait l'entreprise, c'est elle qui accepte, qui reçoit le gisement, et qui doit un peu officiellement accepter via un bon de transfert de propriété, ou je ne sais pas comment ça va se mettre en place, mais en tout cas, c'est important que l'entreprise travaux, on ne lui fasse pas uniquement chiffrer la poste du produit, en fait. Il faut qu'elle ait une part sur la fourniture, et donc cette part, elle peut se traduire par du reconditionnement, par du diagnostic, de l'analyse, voilà. Donc c'est important derrière, en cas de sinistre, comme ça, l'entreprise, aujourd'hui c'est vrai que c'est souvent l'entreprise travaux in fine qui prend en charge ce risque, l'assureur de l'entreprise travaux, donc c'est important qu'elle soit financée. En fait, demain, s'il y a un sinistre, il faut que la fourniture du produit soit aussi prévue. Évidemment, c'est un sujet important, d'autant plus dans la maison dans laquelle nous sommes. Je vous remercie beaucoup.